Bonsoir à tous, bonsoir Raphaël Glucksmann et bienvenue dans cette conférence organisée par Clepsydre, la tribune étudiante de Kedge Business School sur le campus de Marseille. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Clepsydre est spécialisé dans l'organisation d'événements à l'image de cette conférence, mais nous faisons également des interviews, des micro-trottoirs et sommes à la tête de l'organisation d'un concours d'éloquence nommé Marseille Cité Éloquente. En bref, notre but, pour faire très bref, c'est donner la parole à ceux qui l'apprennent le moins et exposer des sujets d'actualité pour répondre à des problématiques économiques, politiques et sociales. Permettez-moi de me présenter, je suis Kaoula, la responsable du pôle conférence. Enchantée. Enchantée. Je m'appelle Margot, je suis responsable du pôle Marseille Cité Éloquente. Et aujourd'hui, à travers cette conférence, nous allons revenir sur la question des droits de l'homme. Quelle est leur place de nos jours? Sont-ils menacés? Et surtout, sommes-nous complices de la menace qui pèse sur eux? Sachez que vous pouvez poser vos questions dans le chat et nous essaierons de les faire passer à notre invité en fin de conférence. Commençons justement par une question sur vous, Monsieur Glucksmann. Vous vous qualifiez vous-même d'être un essayiste humaniste. Qu'est-ce que c'est qu'être un humaniste de nos jours? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que d'être un essayiste? C'est quelqu'un qui essaye. Et en fait, au moment où on croit qu'on est arrivé, c'est le moment où généralement on arrête d'essayer et donc on devient profondément débile. Donc j'espère que ça ne m'arrivera jamais d'arriver et que je serai toujours essayiste. Et qu'est-ce que c'est qu'un humaniste? C'est quelqu'un qui pense que, pas seulement les hommes d'ailleurs, les humains en général, parce que moi je préfère dire droit humain parce que comme ça on inclut aussi 50% ou voire un peu plus de l'humanité. Les droits humains sont partie intégrante de ce qui nous définit et doivent être partie intégrante de notre politique. Moi, je ne nie pas, je vois bien qu'on me traite des fois d'utopiste, d'idéaliste ou de bisounours même, mais je ne crois pas qu'on n'ait pas des intérêts. Moi, je comprends qu'on ait des intérêts stratégiques, des intérêts commerciaux, mais qu'on intègre la question des droits dans nos politiques et qu'on en fasse même un fondement de nos politiques. Et c'est ce qu'on prétend faire parfois dans le discours quand on écoute nos dirigeants, mais bizarrement, quand on signe un accord commercial, ça disparaît. Bizarrement, quand il s'agit de faire du business, ça disparaît. Et donc, ce qu'il faut, c'est, si on est vraiment humaniste, c'est faire entrer les droits dans les relations internationales, dans les relations commerciales, dans la loi et dans les structures même de notre économie. Comment est-ce qu'on peut vivre dans un monde où quand on s'achète une chemise ou une paire de chaussures, eh bien, on fait travailler des esclaves. Et si on veut vraiment être humaniste, eh bien, il faut qu'on introduise au cœur même de ce qui fait fonctionner notre monde, c'est-à-dire nos échanges commerciaux, le principe des droits. Du fait que, eh bien, on n'accepte pas, par exemple, les produits de l'esclavage des Ouïghours sur nos marchés ou dans nos magasins. Alors justement, vous êtes un peu revenu sur le sujet des Ouïghours et on va y revenir plus précisément. Vous menez un combat quotidien contre la persécution de ces minorités-là, mais on se rend compte à travers des dîners de famille, des discussions avec des amis, que beaucoup de personnes ne savent pas qui sont les Ouïghours et ne savent pas ce qui se passe dans la région de Xinjiang. Est-ce que pour tous les étudiants qui n'ont pas connaissance de la situation, vous pouvez un peu recontextualiser brièvement ce qui se passe et quel combat vous menez justement pour eux? En fait, les Ouïghours, c'est un peuple qui a une identité propre, une langue propre, une culture propre, une histoire propre, qui a été colonisé donc, par la Chine et qui, depuis des décennies, est marginalisé par le pouvoir chinois, mais depuis quelques années, depuis 2016 exactement, est déporté, placé en camp de concentration, réduit en esclavage. Leurs femmes sont stérilisées et c'est un peuple qui est voué à disparaître si rien ne vient bloquer la machine de la répression chinoise. Et pourquoi est-ce que les Ouïghours sont particulièrement ciblés par le régime chinois? Déjà parce qu'ils refusent toute identité qui refuse en gros le projet du Parti communiste chinois et parce qu'ils occupent une région stratégique dans la logique d'expansion de la Chine, c'est-à-dire la région du départ de ces routes de la soie qui doivent permettre à la puissance chinoise de rayonner à travers le monde. Et donc, contrôler cette région stratégique pour le pouvoir chinois, ça passe par l'éradication d'un peuple qu'ils jugent rétif à ces projets. Et ce peuple doit perdre sa langue, doit perdre sa religion, doit perdre son identité, ou tous ses membres doivent mourir. C'est aussi simple que ça. Et c'est le plus grand internement de masse aujourd'hui dans le monde. Il y a une cérémonie dans les camps qui résume à peu près la logique du pouvoir communiste chinois. C'est une cérémonie d'abjuration, en fait. Chaque matin, les détenus
sont rassemblés sur la place du camp et doivent renoncer officiellement à leur langue, renoncer à leur religion, dire qu'ils ne croient plus en Dieu, mais qu'ils croient dans le Parti communiste chinois. Et alors, s'ils font tout ça, s'ils récitent bien ce reniement de soi, eh bien, ils ont une chance de passer la journée et de vivre en tant qu'individu, mais plus en tant que peuple. Et c'est ça le but. C'est pour ça aussi qu'il y a des transferts forcés de population et qu'il y a une politique de repeuplement en fait, de la région des Ouïghours par des Han chinois. Aujourd'hui, les Ouïghours sont minoritaires sur leur propre terre et sont appelés à ne plus exister en tant que peuple. Et donc, ce crime-là, c'est un crime contre l'humanité. Et donc, chacun d'entre nous, on doit pouvoir s'emparer de cette cause et être touché en tant qu'être humain, pas en tant que parce qu'on a telle religion ou parce qu'on a telle proximité identitaire avec ce peuple, c'est pas en tant qu'être humain. Et le premier mouvement en fait qu'on a lancé de solidarité, ça vient des témoignages des camps. Et on s'est dit, on ne peut pas laisser faire ça. Et donc, on a lancé avec mon équipe des campagnes. Et ensuite, on s'est rendu compte que ce n'était pas simplement de la solidarité parce qu'il y avait un crime contre l'humanité, mais c'était aussi une réponse au fait que ce crime contre l'humanité a pénétré nos quotidiens. Et que, en fait, quand on a vu la liste des multinationales qui bénéficiaient de la réduction en esclavage des Ouïghours, on s'est rendu compte que loin d'être simplement un crime qui avait lieu à des milliers de kilomètres de chez nous, c'était un crime qui pénétrait chez vous, dans votre armoire, dans notre armoire à tous, quand on s'achète une paire de Nike ou une chemise Zara. Et à ce moment-là, en fait, on s'est dit qu'à travers cette cause, on pouvait aussi questionner le monde entier tel qu'il fonctionne. Et qu'en dénonçant le sort qui est réservé aux Ouïghours, eh bien, on questionnait aussi la globalisation, la manière dont les chaînes de production ont été éclatées, ou en gros, quand vous êtes une grande marque européenne, vous produisez rien vous-même. Vous avez délocalisé et vous avez des fournisseurs chinois qui produisent vos chaussures et vos chemises. Et dans ce monde-là, en fait, il n'y a plus aucune responsabilité. Il n'y a plus aucune règle. C'est-à-dire que ce qui permet à Zara ou à Nike de faire de la thune, eh bien, Zara et Nike n'en sont pas responsables juridiquement, puisque ce n'est pas eux qui produisent. Donc, si sur leur chaîne de production, il y a des violations des droits humains ou des catastrophes écologiques, en fait, ils n'en sont pas responsables, parce qu'eux-mêmes ne produisent rien. Eux, ils font que des campagnes de pub où ils dessinent les modèles. Mais le modèle physique, ils le produisent pas. Et donc, toute l'idée, suite à ces campagnes, c'est de faire en sorte que ces marques soient responsables, d'abord devant l'opinion publique, c'est le sens des campagnes qu'on mène notamment sur Instagram, et ensuite devant la loi, que ces marques soient responsables de tout ce qui permet de produire leur bien, qui ensuite est vendu dans nos supermarchés. Alors, effectivement, la gravité des faits, elle est telle qu'on a du mal à comprendre l'inaction. Donc, comment, selon vous, on peut expliquer l'inaction des plus grandes puissances mondiales aujourd'hui? Il y a beaucoup d'intérêt en jeu. Enfin, quand on voit que des pays qui se drapent dans leur foi musulmane se prostituent ensuite devant la Chine, on comprend que c'est par intérêt que quand l'Arabie Saoudite ou le Pakistan votent pour approuver la politique de répression des Ouïghours à l'ONU chaque année, c'est un rituel. Ben, c'est par intérêt, parce que commercialement, ils sont liés à la Chine, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, parce qu'il y a une puissance chinoise particulière. Quand l'Europe signe un accord d'investissement avec la puissance chinoise en plein milieu de la déportation des Ouïghours, c'est par intérêt aussi. C'est ce qui permet à Volkswagen, à Siemens, à Sanofi et à d'autres de faire encore plus de fric. Et donc, il y a la puissance commerciale chinoise, qui est une grande explication. Et il y a une autre explication que moi, je rencontre de plus en plus, et au début, je n'y faisais pas très attention. Je pense qu'il y a un immense problème de manque de courage, en fait. Ça peut sembler bassement psychologique comme explication, mais je crois qu'on est dirigé par des gens qui ont très peu de courage. Et que donc, s'opposer à un commissaire de district à Manille, aux Philippines, ils sont capables de le faire, quoi. Mais tout d'un coup, quand ils sont face à la puissance chinoise, une superpuissance mondiale, eh bien là, ils ont très peur, ou ils n'osent pas, et ils sont lâches. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement, en fait, parce qu'au bout d'un an et demi où je les interpelle, je me rends compte qu'en fait, la dimension d'absence de courage est assez prégnante. Il y a la dimension de l'intérêt commercial et il y a la dimension du courage.
Et je crois qu'on a des dirigeants qui manquent de courage. Qui manquent de courage d'ailleurs face au gouvernement chinois, mais qui manquent aussi de courage quand on est chancelière allemande face à Volkswagen. Quand Volkswagen vous dit j'ai besoin de cet accord d'investissement, vous êtes dirigeant d'une grande puissance politique, vous avez le droit de dire à vos entreprises, c'est pas vous qui dictez la politique en fait, c'est aussi simple que ça. Moi, si en tant que garante de l'intérêt général allemand, je considère que ou européen, c'est pas dans l'intérêt général de faire cela, eh bien vos intérêts financiers, honnêtement, vous pouvez vous les carrer. Et ça, moi, en fait, c'est une absence de courage, une absence de vision aussi. Donc ça veut dire que tous les principes qui sont énoncés H24 par nos dirigeants sont en fait des mots. Ils se payent de mots. Et quand il s'agit ensuite de faire des actes, de faire des gestes, eh bien, on n'a plus personne, quoi. Et quand il faut protester contre le premier chinois, Xi Jinping, eh bien là, tout le monde a piscine et personne n'ose hausser le ton, sauf peut-être quand lui va faire pipi. Et donc là, au dernier moment, il y a un Européen qui, d'une voix fluette, dit mais il faudrait quand même qu'on parle des Ouïghours. Et comme ça, après, quand ils sortent devant leur opinion, ils peuvent dire oui, on a parlé des Ouïghours. C'est pas comme ça qu'on fait, hein, si on veut avoir une influence sur un régime comme le régime chinois. Et justement, vous avez un peu parlé de l'Union européenne et de la place qu'elle a en fait dans ce combat. Mais l'Union européenne, on le sait, c'est indéniable, n'a pas de voix diplomatique unie et forte. N'est-elle pas en train de crier dans le vent justement pour faire changer les choses, étant donné qu'elle ne représente pas une seule entité bien unie et contre le pouvoir chinois justement? Bien sûr, la responsabilité première, c'est celle des États membres, et en particulier des gros États membres. Il ne faut pas se leurrer, c'est pas la Slovénie qui dicte la politique à Bruxelles. La politique à Bruxelles se fait d'abord avec Paris et Berlin, et il se trouve que Paris et Berlin sont complètement atones, aphones, et sont incapables de prendre le quart des mesures prises par l'Angleterre, par exemple. Moi, je veux dire, j'ai une profonde antipathie pour Boris Johnson, hein, c'est pas mon bord politique, mais il se trouve qu'il a pris des mesures que les dirigeants français ou allemands sont incapables de prendre. Et donc, il y a une incapacité de Bruxelles et de l'Europe à avoir une politique commune parce qu'il y a une incapacité d'abord de Paris et de Berlin, de Macron et de Merkel, à prendre à bras le corps cette question. Ensuite, il y a quand même une immense interrogation. Enfin, je veux dire, on est l'Union européenne, on passe notre temps à regarder avec condescendance les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, parce que nous sommes vraiment sérieux, rationnels, nous avons une politique écolo, humaniste, nous respectons les droits, les libertés fondamentales, et blablabla, et blablabla. Et il n'empêche que nous sommes incapables de prendre la moindre mesure quand un peuple entier est déporté et placé dans des camps. Donc ça interroge sur le sens de notre action. Et donc au Parlement européen, on a posé les choses sur la table. Ça n'a pas été facile, il a fallu des débats, des combats, des mobilisations. Mais en tout cas, il y a une résolution avec des demandes extrêmement concrètes qui ont été formulées aux États membres pour bannir les produits de l'esclavage de nos marchés et pour placer les dirigeants chinois responsables de la répression sur la liste des sanctions, puisque l'Union européenne vient d'adopter un mécanisme de sanction des violations des droits humains. Et bien entendu, jusqu'ici, on a entendu bip, bip, bip quand il s'agissait de prendre des actions. Donc, si Manu nous regarde, notre cher président, il serait peut-être temps que la France prenne une initiative et propose, par exemple, moi j'ai une liste, hein, c'est pas un problème. Si jamais les États membres n'ont pas de liste, il y a une liste, hein, on peut la transmettre. Et on peut commencer par le responsable en chef de la répression des Ouïghours, qui était auparavant le responsable en chef de la répression des Tibétains et qui s'appelle Chen Kongo et qui est le premier secrétaire du Parti communiste de la région des Ouïghours. Et donc, voilà, il faut prendre des actions en fait quand on est face à une situation comme celle-là. Mais enfin, vous avez vu ce qui s'est passé à Moscou avant-hier. On a le représentant de l'Union européenne qui a été à Moscou et qui s'est fait humilier pendant 2 jours par les autorités russes qui ont profité de sa visite pour expulser des diplomates européens. Et il n'y a pas eu une réaction, en fait. Pas eu une réaction alors que ça se passait sous ses yeux. Donc ça interroge sur ce rapport des Européens à la puissance, en fait. On est impuissant. Mais c'est d'abord psychologique, en fait.
parce qu'on a tous les instruments de la puissance. On est le premier marché du monde, on est le continent le plus riche. Toutes les entreprises dans le monde ont besoin de notre marché pour faire du fric. Les Chinois ne sont pas simplement, on n'est pas simplement nous dépendants des Chinois et de leur production. Toutes leurs entreprises sont dépendantes de notre marché. Tout le monde veut venir vendre en Europe. On est un continent qui se transforme en pur continent de consommateurs. Et à aucun moment, on se pose la question de qu'est-ce qu'on produit, nous, et comment on exprime une vision du monde et comment on construit une puissance. Et ça en fait, ça me frustre. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à m'expliquer. C'est comment tous ces gens qui ont passé leur vie à vouloir être président de la République ou chancelier ou ministre peuvent se contenter d'être à ce point impuissants, en fait. À un moment, il faudra qu'ils s'interrogent. C'est très sympa d'avoir une voiture, c'est très sympa les ordres de la République, mais à quel moment ils montrent qu'ils sont là pour faire quelque chose, et même d'un simple point de vue d'ego, quoi, pour être puissant. Ils acceptent d'être impuissants. Et ça me sidère. Impuissant face aux multinationales, impuissant face au dérèglement climatique, impuissant face à la puissance chinoise, impuissant face à la puissance russe, impuissants. Ils sont impuissants, en fait. Et donc, des fois, j'ai envie de les secouer, en tout cas, de leur demander pourquoi ils sont là. Alors, effectivement, on a quand même l'impression que les persécutions dont vous parlez durent depuis longtemps. Par contre, on a quand même aussi la sensation que connaître le phénomène est assez récent, d'où notre question. Est-ce que vous avez l'impression que la crise du coronavirus, elle a participé à la mise sous silence de ce génocide? Franchement, je ne suis pas sûr parce que malheureusement, la mise sous silence, elle avait lieu avant. C'est-à-dire que c'est depuis 2016 et à la limite, on en a quand même plus parlé cette année que les autres années, quoi. Donc non, je pense que la mise sous silence, c'est pas lié à la pandémie. Par contre, ce qui est assez étonnant dans cette pandémie, c'est à quel point les autorités chinoises ont réussi à inverser les choses, c'est-à-dire à faire de cette pandémie qui, quand même, au départ, est une question qui doit être posée aux autorités chinoises, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous avez menti au début de la pandémie? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu les informations qu'il fallait? Enfin, bref, tout le monde, ça a été un fiasco général, la gestion de cette pandémie, parce que c'était quelque chose de profondément neuf qui arrivait. Enfin, au départ, il y a un mensonge originel des autorités chinoises. Et donc, au lieu que ce soit quelque chose dont elles doivent répondre, ces autorités, c'est devenu un instrument de propagande pour expliquer, regardez comment nous, on s'en est bien sorti de la pandémie, alors que vous, bande de nazes en Europe et en Occident en général, vous êtes encore en confinement, déconfinement, et nous, on n'a plus besoin de masques. Et regardez, on a renoué avec la croissance et on fait des fêtes, machin, avec les images qui sont distribuées. Donc, en fait, regardez, c'est nous qui vous apportons nos masques. Voilà. Donc, c'est devenu un argument de puissance. Donc, ça, c'est complètement lunaire. Mais encore une fois, c'est lié à l'impuissance des Occidentaux et en particulier des Européens, c'est-à-dire de l'incapacité à retourner la question en disant, mais enfin, peut-être qu'il va falloir que vous répondiez à quelques questions sur ce truc. Et on nous met les questions, on est là à demander des masques et à quémander. Et tout ça, c'est lié, c'est pour ça que c'est assez profond, tout ça, c'est lié à une organisation du monde qu'on a façonnée, qui est celle de cette globalisation et d'un libre-échange absolu, où en gros, eh bien, parce que ça, c'était notre intérêt, et c'était l'intérêt de nos grandes entreprises surtout, d'ailleurs pas l'intérêt de tout le monde, eh bien, on a ouvert toutes les vannes et fait en sorte que la Chine devienne l'atelier du monde et qu'on ne sache plus nous-mêmes produire quoi que ce soit. Et bien, à partir de ce moment-là, vous vous retrouvez dans une situation où, effectivement, c'est plus compliqué d'avoir une voix autonome et forte. Mais c'est pour ça qu'il faut changer cette politique, en fait. On se rend compte que même en se focalisant sur une cause, eh bien, on peut raconter 40 ans d'erreurs, en fait, politiques et d'affaiblissement de nos nations et du continent européen. Donc, dès lors, on voudrait revenir sur de base, c'était une conférence pour les étudiants. Là, on voit qu'on est 1300. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait que des étudiants. Allô? Ouais, est-ce que vous moi je nous vous entends entendez? maintenant. Ah, Désolée, bon. Ouais. Les problèmes techniques sont de sortie aujourd'hui. Alors, dès lors, est-ce que les citoyens peuvent être des acteurs de pression et de relais dans ce combat-là? Et si oui, comment? Pardon? Les citoyens peuvent être des acteurs importants de relais et de pression dans ce combat-là? Bien sûr, mais c'est même les seuls acteurs de relais et de pression. Au départ,
il n'y avait pas un grand média qui en parlait, il n'y avait pas de politique qui s'en emparait, parce que moi, quand je les ai contactés, ils m'ont expliqué les Ouïghours, qui ça va intéresser les Ouïghours. Donc, il y a que les jeunes. Et c'est pour ça que cette mobilisation, je la trouve, moi, extraordinaire. C'est qu'en fait, des gens, des jeunes qu'on disait apathiques, qui en gros étaient devenus individualistes, qui ne s'occupaient plus de rien, ils ont donné une leçon justement d'attachement aux droits humains, parce que c'est le sujet de la conférence qu'on a transposée sur Instagram. Ils ont donné une leçon d'attachement humain à toutes ces élites médiatiques ou politiques qui en fait ne s'emparaient pas de cette question ou même n'en avaient strictement rien à faire. Et donc, ce sont les jeunes citoyens sur Instagram qui ont imposé ce thème dans le débat public, qui ont imposé aussi ce thème dans la structuration même des chaînes de production des grandes boîtes. Enfin, quand vous avez des dizaines de milliers de jeunes qui interpellent Adidas, qui interpellent Lacoste et qui ensuite obtiennent la victoire d'un engagement à ne plus travailler avec les fournisseurs chinois qui exploitent les esclaves ouïghours, en fait, 30 000 jeunes sur Instagram ont fait plus que tout le gouvernement français, allemand, autrichiens, espagnols réunis. Et donc, bien sûr qu'il y a un rôle immense à jouer. Et ce que je vois, moi, c'est qu'en fait, l'ennemi qu'on a en chacun de nous, c'est le fatalisme. C'est l'idée qu'on n'y peut rien. Bah ouais, la catastrophe climatique, on n'y peut rien. De toute façon, c'est inexorable. L'explosion des inégalités, on n'y peut rien. Le délitement du lien civique, on n'y peut rien, et la mise en camp des Ouïghours, on n'y peut rien, et de toute façon, le monde est comme ça, et on n'y peut rien, on n'a pas de pouvoir. Et ben en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, si on n'est pas tout seul, si on est des dizaines de milliers, et ben on a du pouvoir, et que ce fatalisme-là, il disparaît. Et moi, c'est ce que j'aime, enfin, c'est ce que je veux, en tout cas, dans la vie civique, et dans la vie civique de mon pays, je pense qu'ils ont du pouvoir. S'ils le prennent, ce pouvoir, et ben ils peuvent l'exercer. C'est en l'exerçant qu'ils apprennent à avoir du pouvoir. Et là, pour moi, c'est allô. Ni de vos interviews préférées. De même, nous organisons un concours d'éloquence pour les jeunes des quartiers défavorisés de Marseille. Donc, notre projet s'appelle Marseille Cité éloquente et vous pourrez assister à ce concours d'éloquence à la fin du mois de mai. Nous allons essayer de rappeler Raphaël Glucksmann. Ah, Bon, je pense que ça fonctionne mieux. c'est la loose totale, là. Vraiment, mais bon, c'est ce qui fait les charmes des conférences en ligne. Donc, effectivement, vous avez eu le temps de revenir sur votre combat pour le peuple ouïghour, mais il est vrai que vous ne vous limitez pas qu'à un seul combat en tant que vice-président de la sous-commission des droits humains au Parlement européen. Et en effet, vous avez pris position pour de nombreux combats, allant des droits des femmes en Arabie Saoudite jusqu'au manquement démocratique algérien. Quelle est, selon vous, la place des droits de l'homme dans le monde de nos jours? Mais à la place qu'on lui donne, je veux dire, Bon, non, mais ça dépend de nous. Après, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que nos dirigeants, de toute façon, ils veulent se faire élire et que donc, si c'est important pour nous, ça deviendra, au moins dans les mots, important pour eux. Mais on sort, à mon avis, enfin, je ne sais pas si on en sort d'ailleurs, mais ça fait longtemps que le droit de l'homiste en France est devenu une insulte, par exemple. Donc, il est temps de redonner une forme de noblesse au combat pour les droits humains, surtout quand on prétend être la patrie qui les a
déclaré et sanctifié et sacralisé dans son histoire. Donc il y a effectivement il y a eu un recul sur la place des droits humains dans le monde, un recul qui est lié au fait qu'on ne se bat plus pour eux. Donc on a considéré que c'était comme acquis. 1989, chute du mur de Berlin, fin de la guerre froide, c'est bon, le monde va vivre dans une paix perpétuelle. C'est ce qu'on a appelé la fin de l'histoire. C'était un théoricien américain qui s'appelait Fukuyama qui l'avait décrété. Et cette fin de l'histoire, ça supposait qu'il n'y avait plus de grands combats et que désormais la démocratie allait s'étendre absolument partout. Alors ce qui s'est étendu absolument partout, c'est le capitalisme, le commerce, l'ouverture des frontières aux biens. Mais par contre, on se rend compte que ça n'a pas été suivi par les droits humains. Alors, l'idéologie qu'il y avait à l'époque, c'était de nous dire, moi je me souviens quand j'étais étudiant, on nous expliquait qu'un pays qui s'ouvre au commerce, nécessairement allait se transformer en démocratie et allait respecter les droits humains. Alors, on se rend compte, la Chine étant, mais on se rend compte aussi ailleurs, ouvrir au commerce, faire du business et absolument pas s'ouvrir à la question des droits humains. Et donc c'est il y a des gens qui disent vive Xi Jinping, je crois qu'ils se sont trompés d'adresse, pardon, j'ai vu en passant. Arrêter la propagande anticommuniste. Très bien. Après, il y en a un autre avec un truc une photo de Staline. C'est charmant. Les mecs, ils n'ont pas honte de venir et de soutenir. Ils n'ont pas honte de venir et de soutenir un régime de honte que ça vienne de la gauche et qui donc sont capables de se dire de gauche et de soutenir ouais, mais j'ai vu qu'il y a marqué c'est des trolls. C'est pas toujours des trolls, il y en a qui sont députés, donc ils sont députés, ils sont trolls députés et ils soutiennent le régime chinois et d'ailleurs le régime russe aussi. Et ils sont absolument... Voilà, je vous ai retrouvé, parce que là, j'étais réduit à commenter les questions. Mais parce que votre connexion, je suis pour des jeunes à la page, vous êtes plein de pixels. C'est pas nous, c'est vous. Oui, nous aussi, on ne voyait plus. Ouais, ouais, on pensait que c'était votre connexion à vous. On va remettre ça sur Instagram, c'est pas très grave. Ah. En tout cas, on a bientôt fini de toute façon. Alors, vous nous entendez bien? Ok, mais moi, je vous entends, moi. Ok, d'accord. Alors, vous avez été essayiste dans de nombreux journaux comme Le Soir d'Algérie, Le Nouveau Magazine Littéraire et également chroniqueur à France Inter. Mais vous ne vous limitez pas, vous ne vous contentez pas d'intervenir dans ces médias-là, vous êtes également très présent sur les réseaux sociaux. Et en fait, on voulait un peu revenir sur quels sont en fait les enjeux d'intervenir en tant que politique sur les réseaux, parce que c'est quand même quelque chose d'assez récent et quelque chose d'assez pas généralisé pour tous les politiciens en tout cas. Alors juste, j'ai une question technique. Vous voyez les trucs défiler encore ou pas? Les questions, oui, ouais. Oui. Ouais, parce qu'en fait, donc c'est-à-dire qu'on nous entend quand même. On n'est pas tous les trois en train de parler. Non, parce que moi, je veux bien vous parler. Il n'y a aucun problème. Mais si vous vouliez faire une conférence, c'est un peu compliqué. Parce que moi, oui, on est actuellement 760. Ok, non, parce que moi, ça ne défile plus. Pourquoi les réseaux? Mais parce que moi, je pense que contrairement à ce que on raconte, ce qui est partiellement vrai aussi. Je vois beaucoup de journalistes, de politiques qui expliquent que attention, à cause des réseaux, il n'y a plus de hiérarchie des paroles, c'est le chaos, la démocratie menacée. Mais c'est vrai en partie, il y a plein de fake news, plein tout ce qu'on veut, mais c'est aussi un immense espace de création démocratique. Je veux dire, quand on voit à quel point on peut susciter des débats sur Instagram, par exemple, parce qu'on y est, on se rend compte de la pauvreté démocratique d'un monde où il n'y aurait pas ces réseaux. Parce qu'en réalité, comment font les jeunes pour porter leur point de vue? Si c'est juste lire Le Monde et écrire dans la section commentaires, il y a beaucoup moins de participation. Et nous, ce que ça nous permet de faire, les réseaux sociaux, c'est de faire en sorte que les jeunes qui nous suivent soient pas simplement des récepteurs du discours politique, mais des acteurs. Quand on lance des interpellations contre certaines marques, qu'on demande
d'interpeller aussi certains élus pour faire changer de décision, pour stopper des coopérations avec certaines boîtes, tout ça. Eh bien, en fait, on demande aux gens d'être acteurs. Et c'est ça que permettent les réseaux. Après, il ne faut pas que ça se limite aux réseaux, mais se priver de cet espace démocratique, ça serait une pauvreté totale. Et donc, moi, je suis convaincu de ça. Et d'autant plus que comme, en fait, j'ai pas envie d'être un commentateur de la politique, donc j'ai refusé pendant toute l'année et les 2 dernières années depuis mon élection au Parlement européen, tout ce qui est matinal ou chaîne info ou des trucs comme ça, parce qu'en fait, on t'invite pour commenter la politique. On commente l'actualité. Moi, j'ai pas du tout envie de faire ça. Donc, en fait, à chaque fois qu'on me téléphone pour m'inviter dans des médias, je dis très bien, mais moi, je veux parler que de ça. Et donc là, on me prend pour un grand malade. Et par contre, sur les réseaux, on peut définir des causes. On peut se dire que bah ouais, peut-être ça, c'est plus important que le commentaire sur l'énième saillie d'Emmanuel Macron. Ou alors, si on est dans l'opposition, on va arriver, on va dire c'est vraiment scandaleux. Et si on est pour, on va le défendre, même s'il dit quelque chose d'absolument merdique. Et tout ce jeu-là, qui est le jeu des chaînes info et des médias traditionnels, en fait, je trouve ça beaucoup moins intéressant que le travail qu'on peut faire sur les réseaux sociaux pour mobiliser autour de causes qui, a priori, faisaient pas l'actualité. Et c'est un endroit où on peut créer son agenda, en fait, créer l'agenda politique, créer l'agenda du débat, et pas simplement suivre les questions posées par des journalistes. Et ça, moi, ça m'intéresse plus, ça m'enthousiasme plus, et surtout, ça me semble plus politique que de se transformer en commentateur pour dire qu'en gros, on est d'accord ou pas avec l'énième proposition de Marlène Schiappa ou Gérald Darmanin. Alors effectivement, vous refusez d'être commentateur et on peut le voir aussi dans les discours que vous écrivez et que vous prononcez. Récemment, vous avez prononcé un discours qui avait la même structure que le célèbre J'accuse d'Émile Zola au Parlement européen. Et dans ce discours, vous avez effectivement dénoncé le silence de la communauté internationale. Mais pourquoi avoir voulu faire référence à Zola dans votre discours ? Parce que c'est un discours enfin, c'est un article, j'accuse, qui m'a structuré, moi, qui est sans doute un des grands moments de l'histoire de France. Enfin, un moment où, en gros, un pays entier va se diviser sur le sort, mais des familles vont éclater sur le sort de un être humain juif accusé à tort. Et donc, enfin, souvent on présente le moment de l'affaire Dreyfus comme la preuve de l'antisémitisme français, etc. Moi, je vois ça complètement à l'inverse. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait des juifs qui étaient condamnés à tort dans tous les pays européens, et il n'y a qu'en France que c'est devenu une quasi-guerre civile, et où tout le monde s'est mobilisé pour ou contre Dreyfus. Et je trouve que c'est un moment absolument héroïque, le texte de Zola, de l'histoire de France, justement. Et ensuite, à titre plus personnel, moi, il y a un autre texte qui m'a structuré, qui était aussi un J'accuse, copié sur Zola, d'ailleurs publié pour le centenaire du J'accuse de Zola, qui était une série d'articles de Patrick de Saint-Exupéry dans le Figaro. C'était en 97, je crois, et qui portait sur le rôle de la France au Rwanda. Et il y avait pendant 5 jours, 5 pages de J'accuse de Patrick de Saint-Exupéry dans le Figaro, qui accusait les autorités françaises d'avoir soutenu les génocidaires au Rwanda. Et je me souviens, quand j'ai lu ce truc, quand j'ai lu ce papier, je me suis dit, avec 2 amis d'ailleurs de lycée, on s'est dit, on va travailler sur le Rwanda, en fait. Et ça a changé nos vies. Donc voilà, c'était sûrement un hommage. Ça, ce J'accuse, il restait dans ma tête pendant tout le temps. Et voilà, c'est comme ça que la première, si on peut dire, c'est et je vous ai perdu de partir au Rwanda et sur Tutsi. Est-ce que c'est... Vous êtes toujours là, nous on vous voit et Oui. on vous entend.
Ok, cool. C'est pas toujours facile. Hein. En tout cas, il me reste une question et promis, après on a fini. Donc la France est souvent appelée la patrie des droits de l'homme. Que pensez-vous de cette affirmation? Est-elle toujours d'actualité de nos jours avec tout ce qui se passe? Bah, clairement, l'État français aujourd'hui n'est pas le plus grand porte-drapeau des droits humains dans le monde. Et clairement, il y a eu une politique française depuis des années déjà qui n'est pas une politique qui place les droits humains au cœur des préoccupations de l'État français. Donc, je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui se targuer d'être la patrie des droits de l'homme. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans notre histoire, il y a eu une importance particulière de ce message que tous les hommes naissaient libres et égaux en droit et que ça résonne encore dans le peuple français. Et que par exemple, si on prend le sujet de discussion du début sur les Ouïghours, je veux dire, probablement le gouvernement français est celui qui agit le moins, si on compare par rapport à de nombreuses autres démocraties. Mais par contre, en France, dans le peuple français, ben, c'est là où il y a la plus grande mobilisation, quand je compare par rapport à nos voisins européens, la plus grande mobilisation autour de la question des Ouïghours. Donc, c'est-à-dire que les enfants de 1789, et donc qui ont proclamé, enfin, quand on a proclamé en 1789 les droits humains, les enfants de 1789, ils existent toujours. Alors, ils ont des patronymes qui ne font pas remonter leur ascendance française à 1789, souvent, hein, comme le mien d'ailleurs, ou plein d'autres, mais ils sont héritiers de cette histoire-là. Ils sont héritiers de cette histoire-là, et donc, en un sens, il reste quelque chose comme ça en France, mais il faut juste le réveiller, en fait. Il faut juste le porter, il faut l'assumer, il faut le crier, il faut le hurler, il faut, en fait, faire appel à cette tradition-là française et en gros, faire appel à une part de notre être qui résonne à ces termes de droits humains ou de droits de l'homme. Et ça, moi, c'est le principal reproche, en fait, que je fais à nos dirigeants politiques, c'est de pas faire appel à cette part-là de nous. En fait, ils sont là normalement pour nous élever. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus haut et de plus digne que de faire appel à cette part universelle qu'on a en nous et qu'on a su porter à certains moments de notre histoire, d'autres non, et qu'il faut porter à nouveau aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une forme de trahison, quoi, de trahison de notre histoire et de ce qu'on pourrait être. Mais ça dépend aussi de nous, parce que c'est trop facile de penser que c'est que les dirigeants qui sont coupables de nos propres errances. Là, vous êtes encore en pixel. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou vous, mais on a un vrai problème. Mais pourquoi ce serait moi? Moi, j'ai fait plein de fois des lives, ça s'est toujours très bien passé. Aïe. Bah écoutez, oui, désolé, visiblement, la Vous avez vu connexion à comment vous Marseille n'est m'accusez pas la vite? meilleure. Ah, mais ouais, mais c'est ça. Mais je pensais qu'il y avait le printemps marseillais et tout, ils n'ont pas encore géré les trucs de fibre. Ouais, non, visiblement, c'est pas encore gagné. Justement, vous disiez que les gouvernements ne doivent pas être les seuls à tenter de commenter. C'est moi qui dis que c'est eux. Vraiment. Mais en fait, ça bug. Oui. Mais je propose, on va refaire un live une autre fois, mais parce que là, c'est très dur pour les gens de suivre. Ouais, je comprends tout à fait. Bon, bah, on va Ouais. arrêter le live ici. J'espère que vous avez quand même pu suivre des questions-réponses. Et merci à tous d'avoir participé. Merci à vous, Raphaël Glucksmann, de vous être rendu disponible pour répondre à toutes nos questions. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à suivre Monsieur Glucksmann sur ses réseaux sociaux, ceux qui ne le suivaient pas déjà. Et on se dit à très bientôt pour